Pascal Bélanger, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Merci Antoine. Alors les nutritionnistes, c'est bien connu, ont des blogs, sont dans les magazines, vendent des livres, nous parlent de la valeur nutritive de tel aliment, des dangers de tel autre aliment. Dis-moi Pascal, promets-moi que tu viens pas ici pour nous parler du fait qu'il y a trop de sel dans les chips au bacon. Non, c'est pas le but, Antoine. En fait, si je suis nutritionniste, c'est d'abord parce que j'aimais cuisiner quand j'étais jeune. J'aime manger aussi comme vous tous, mais j'aime aussi les repas. Donc, tout ce qui entoure ces moments-là qu'on partage avec les gens qu'on aime. Et puis, souvent, comme tu disais, on pense d'abord et avant tout aux aliments quand on parle d'alimentation. On va penser tout de suite aux nutriments, les protéines, le sodium. On va penser au métabolisme aussi, de l'énergie, même à la digestion. J'ai souvent des questions sur ces thématiques-là. C'est sûr que ça en fait partie, de l'alimentation. Mais comme tu le disais d'emblée, manger, c'est avant tout un acte social, un comportement culturel. Est-ce que ça fait partie de la formation des nutritionnistes, cette dimension-là presque anthropologique là, du repas, ou c'est la formation est surtout mise surtout sur les aspects plus biologiques? Je dirais que dans mon temps, quand j'ai fait mon bac, ça fait quand même quelques années, il y avait peu quand même de cours sur ces dimensions-là, culturelles, sociales. Puis c'était quelque chose qu'on avait nommé. Ah oui, Je pense que le bac a énormément changé là, dans les dernières années. Et puis, on parle plus maintenant aussi de la question environnementale. Ah oui, bien sûr. Aussi. Donc, tu sais, toutes ces dimensions-là sont peut-être plus importantes et... James? D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement dans les dernières années dans les paradigmes de la nutrition, dans le sens que ici au Canada, notre guide alimentaire est très axé justement sur les aspects nutritionnels de tel aliment, puis pour la santé, etc. Mais par exemple, au Brésil, je sais qu'il y a à peu près 5 ans, ils ont fait un nouveau guide alimentaire qui est plus holistique, qui va intégrer toutes les dimensions de l'alimentation, incluant la dimension sociale. Donc, j'ai l'impression... Puis, je pense qu'au Canada, on travaille sur un nouveau guide. Il est déjà sorti. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être tu référais à l'ancien guide où on avait vraiment des portions. Mais le dernier, là, on a vraiment changé notre vision. Puis, en fait, justement, le manger ensemble, le vivre ensemble. Puis, c'est plus une question de proportion, tu sais, les lignes directrices. Mais ça l'a changé depuis quelques années, en 2019. Okay. Alors, Pascal, tu es en train de dire que l'acte de manger, le repas, c'est quelque chose qui est éminemment social aussi. Oui, parce que en fait, il y a tellement de choses qui se jouent autour de la table. Bon, on le disait d'emblée, on est ici des parents, donc toute la socialisation des enfants qui entre en ligne de compte là, quand on est à table, toutes les valeurs qu'on veut leur transmettre, les normes aussi attendues, les attentes qu'on peut avoir pour que ça soit un moment de partage, un lieu d'échange. On le disait, c'est là où la famille se construit. Le repas familial, c'est hyper important. Il y a des choses qui se discutent, qu'on ne peut pas discuter là, en allant travailler rapidement, en s'habillant. Il faut ce temps d'arrêt-là. Ouais. Et puis, c'est ça nous permet d'être en communion avec l'autre. C'est comme une porte qui s'ouvre pour qu'on puisse parler, qu'on puisse échanger sur même des fois aussi les choses plus dures qu'on vit. Donc, manger, si ça se fait toujours seul, on passe à côté de cette chance-là de communier avec ceux avec qui on vit ou même avec quelqu'un qu'on connaît et qu'on voit peu souvent. C'est différent de l'appeler que de prendre un repas avec elle. Bien sûr. Donc, manger, à mon avis, on le disait, ça devrait toujours être collé, le plus souvent, collé de son adverbe ensemble. C'est pas toujours possible, je vais en reparler un peu de peut-être des pistes pour certaines personnes pour qui il y a quand même des problématiques pour y arriver. Là. Mais d'abord, je voulais dire que d'un point de vue collectif, à mon avis, si c'est le premier bien qu'on cherche, c'est d'abord de manger plus souvent ensemble. À mon avis, on va être en meilleure santé physique et en meilleure santé psychologique. Est-ce qu'il y a des données là-dessus, Pascal? J'imagine qu'il y a des recherches là, qui se sont penchées sur les bienfaits de manger ensemble. Oui. Donc, oui, d'abord, je vais parler des bienfaits nutritionnels parce que quand même, ça en fait partie. OK, parce que même
ça a une valeur nutritionnelle de manger ensemble. Oui, exactement. Pas juste pour le bien-être psychologique. On voit vraiment des études qui montrent que le contexte de nos repas va influencer positivement ou négativement la qualité nutritionnelle de ce qu'on a dans l'assiette, des aliments. Déjà, on peut penser, puis c'est quand même assez, je pense que vous allez pouvoir faire des référents avec votre expérience, mais quand on est seul, c'est moins tentant de cuisiner. C'est plus facile d'aller vers des options rapides, donc un mets congelé on va mettre au micro-ondes. Un bol de céréales. Un bol de céréales, une toast au beurre. Ou encore, on utilise la restauration rapide. On va se commander un hamburger. Des commodités là, du temps moderne. Donc ça, c'est fréquent chez les personnes seules. Pas que, mais quand même plus fréquent chez les personnes seules. Puis c'est aussi une problématique qui est assez connue chez les personnes âgées. Tu sais, des repas, disons, parfois incomplets, parce qu'on n'a pas nécessairement envie là, de cuisiner puisqu'on est seul. Mais on a vu aussi dans certaines études, chez les adolescents, que ces associations-là, et ça, je trouvais ça intéressant, entre la qualité de la diète et le type de repas. Donc, par exemple, quand on mange moins en famille, quand on mange devant la télévision, quand on mange souvent seul, dans cette étude-là qui a été parue en 2020, une étude américaine, on a vu que c'était nécessaire, que c'était associé, je devrais dire plutôt, à une diète de moins bonne qualité. Puis par là, on avait regardé principalement la consommation de boissons gazeuses, la consommation aussi de fruits et légumes. Donc, ça a une incidence sur la santé globale, sur l'obésité, sur... oui, à plus long terme. C'est ça. Donc, manger ça, c'était vraiment associé à la consommation davantage de plats préparés et de moins de fruits et légumes. Et puis, on voit aussi qu'en amont, chez les familles où on planifie davantage les repas, on pense un peu à ce qu'on va manger ensemble, on planifie ces repas-là familiaux. On se fait un menu de la semaine, par exemple. Par exemple, mais pas nécessairement. On voit qu'il y a plus de fruits et légumes de façon générale et il y a un pourcentage aussi de masse adipeuse moins élevé, masse grasse, chez les enfants de ces familles en comparaison avec les familles où on va manger moins souvent ensemble, où on va planifier moins les repas à l'avance. C'est-à-dire que souvent, ça vient avec une consommation plus grande de mets de restauration rapide, de mets préparés, qui ne sont pas toujours complets comme on le ferait quand on cuisine, c'est-à-dire avec les aliments de base. Là. Ben oui, parce que je pense juste, je reviens à mon trio, hamburger, frites, boisson gazeuse. Bon, c'est sûr, il peut y avoir 2 petites tranches de cornichons là, dans mon hamburger, mais ça ne fait pas une portion de légumes faramineuse. Non, c'est vrai. Puis encore là... Jessie, t'as l'air d'avoir des images dans ta tête. Un petit bout de salade fanée. Là. Ah oui, c'est un peu molle. Là, Mais je veux bien qu'on s'entende que c'est pas la question de diaboliser ces mets-là, hein, de dire « si on mange des mets préparés en famille, on l'échappe » ou si on va au resto parce que là, on n'a pas eu le temps de se cuisiner, c'est donc bien terrible. Non, parce que l'alimentation, si on veut, puis même l'alimentation saine, c'est toujours un continuum d'abord d'aliments peu nutritifs vers des aliments plus nutritifs. Donc, c'est une question de se situer, d'avoir ces aliments-là de façon variée, puis que ce qu'on cherche, c'est qu'idéalement, les aliments plus nutritifs soient le plus souvent, mais il y a quand même de la place aux aliments moins nutritifs dans une alimentation saine. C'est pas la fin du monde, là, c'est ça. Donc, le but, c'est... Mais comme l'on parle de chercher... On commence à se culpabiliser, là, parce qu'on a fait des croquettes. Des croquettes, et on en mange chez nous, puis... La poutine, c'est important. Ben oui, c'est ça. Exactement. Ça, c'est la santé mentale, la poutine. Oui, la poutine. Mais quand même, je trouvais ça bien dans une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est en fait... Une étude avec plein d'études dedans, oui. On a comme synthétisé les résultats de plusieurs études qui avaient comme une question similaire. Et puis, dans une méta-analyse qui date quand même de 2011, mais quand même, je pense que c'est bien de regarder ce qu'elle démontrait, là, c'est que les enfants qui partageaient un repas en famille 3 fois ou plus par semaine, donc on pourrait dire la moitié du temps, là, plus ou moins, avaient moins de risques d'être en surpoids, avaient des habitudes alimentaires plus saines, puis aussi étaient moins susceptibles de souffrir de troubles alimentaires. Ah oui. Donc, c'est des associations, c'est pas des relations de cause à effet et tout ça, mais quand même, c'est parce qu'il se joue plusieurs choses quand on mange ensemble. Puis, justement, c'est nécessairement aussi parce que le repas n'est pas que de se nourrir avec
des protéines, des glucides et des lipides. Quand on regarde l'alimentation comme ça, on passe à côté du plaisir à table, de la convivialité, d'échanger. Donc, je pense qu'il faut revenir à ça, de voir l'alimentation dans sa globalité. On n'est pas des machines ou des animaux, là. À digérer puis à métaboliser l'énergie. Donc, James? voilà. D'ailleurs, je pense que parfois dans les CHSLD, avec les personnes âgées, c'est sûr qu'on essaie certains ont des mauvaises habitudes alimentaires ou peu importe, mais on essaie de leur faire manger des nouvelles choses parce que c'est soi-disant plus santé, mais on passe à côté du fait qu'il y a toute leur culture, leur habitude de vie, donc c'est mieux qu'ils mangent ce qu'ils sont habitués de manger puis ce qu'ils aiment que de moins manger des aliments ou des mix qu'ils n'aiment pas. Tu as travaillé en CHSLD, Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est le rôle un peu de la nutritionniste de faire ça. On pourrait penser que la nutritionniste, elle va être là puis elle va surveiller les apports en énergie, en protéines des résidents en CHSLD, mais pas que. Dans une espèce d'orthorexie maladive. Ouais. Au contraire, en fait, moi, quand j'ai travaillé en CHSLD, ce qu'on voulait vraiment, c'est que les résidents mangent, qu'ils aient du plaisir à manger. Donc, on avait ce souci-là de leur servir des choses qu'ils aiment, puis de respecter ça. C'est pas à 80 ans qu'on fait l'éducation nutritionnelle d'une personne. Au contraire, là, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'elle ait envie de manger ce qu'on lui sert. Donc, ça fait partie, effectivement. Pascal, je t'écoute parler, puis je pense tout de suite à l'aspect financier de tout ça. Là. Tu sais, quand j'habitais en appartement avec un coloc, là, je me rendais compte que ça me coûtait quand même assez cher là, quand je mangeais seul. Est-ce qu'il y a un impact là, de manger en... Parce que c'est sûr, les aliments coûtent cher. Là. C'est un lieu commun de dire ça. Là. De plus en plus cher. Puis là, tu parlais de légumes, puis de manger sainement. Ça aussi, ça coûte cher. Oui, Qu'est-ce qui coûte le plus cher, manger sainement ou manger seul, se faire commander de la bouffe? Là? C'est une bonne question. En fait, je pense que ce qui coûte le plus cher, c'est vraiment d'aller vers des options toutes préparées. OK. Des mets cuisinés et... des mets provenant de la restauration. D'ailleurs, de passer par des applications de livraison, c'est très courant maintenant, surtout chez les jeunes. Ouais. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais à l'émission L'épicerie en janvier, ils ont étudié, en fait, les prix là, quand on commande des mets via ces applications-là versus quand on va les chercher. Ouais. Puis, c'est pas seulement parce qu'on paie des frais de livraison que ça coûte plus cher, ça coûte le double parce que le mets va coûter plus cher juste parce qu'on passe par une application. Ah oui. En partant, il se garde une cote aussi, puis il y a les frais de livraison. Donc, c'est vraiment le double du prix. Plus le pourboire, bref. C'est ça. Donc, c'est vraiment le double. Quelque chose qui aurait coûté 10 $ va coûter 20, 22. Ouais. Donc, ça, c'est sûr que ça, c'est plus cher de passer par ces solutions-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire, comme je disais, mais il faut être vigilant là-dessus. Si on veut réduire un peu la facture d'épicerie, si on prend le temps le dimanche, par exemple, de se faire cuire une viande ou du tofu, si on préfère, puis de déjà sortir des féculents, on pourrait se faire des lunchs assez facilement. Partir la mijoteuse pour quelques repas, oui. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus de planification, mais ça vaut vraiment le coup, du moins financièrement. Ouais. Mais aussi, c'est sûr que toutes ces options-là rapides ont aussi un coût plus grave, à mon avis, c'est que ça encourage, en fait, l'isolement. Tu sais, quand on regarde ça, simplement, si je commande chez moi, je suis seule, bien là, si j'étais sortie, j'aurais vu quelques personnes en faisant le trajet là, pour me rendre, en plus de la santé physique, là, de prendre ses bottines. Mais puis, en fait, on l'a vécu pendant la pandémie, d'être toujours isolé, de ne pas sortir de chez soi, même pour manger. Ça a un impact là, sur notre santé, psychologiquement parlant. Là. Donc, l'anxiété, je ne suis pas une psychologue, mais je suis certaine là, qu'il y a quand même des liens là, à faire entre nos façons de s'alimenter là, dans ce contexte-là. Puis aussi, comme tu disais, j'ai été nutritionniste en CHSLD, puis on le voyait très bien là, quand un patient arrive et qu'il, rapidement, il est bousculé dans sa façon de s'alimenter parce qu'on va l'isoler le plus souvent, plus souvent qu'autrement, à cause des éclosions de virus ou encore parce que c'est le système un peu qui est fait comme ça, ou même peut-être qu'il va être isolé parce que
on ne sait pas trop comment gérer sa condition. Donc, des fois, il y en a des personnes qui ont, par exemple, des maladies dégénératives qui peuvent être un peu agressifs et tout. Donc, on ne sait pas trop comment gérer ça. Donc, on va les laisser manger seuls. Puis, on le voit assez rapidement quand la personne mange seule, peu de visites, puis elle décline. Sa condition générale est atteinte à cause de ça. Donc, parce que pourquoi le repas, on le disait d'entrée de jeu, c'est un moment dans la journée pour être avec d'autres, pour socialiser. Donc, si même ce moment-là est balayé, vraiment, il y a une conséquence aussi sur l'appétit après. Donc, ça, c'est important, je pense, de le rappeler. Ben là, justement, Pascal, depuis quelques minutes, là, on parle de l'importance de manger ensemble. Manger ensemble, c'est donc beau, c'est donc important, c'est donc nécessaire. Mais on sait qu'il y a presque la moitié des gens, par exemple, sur l'île de Montréal, qui vivent seuls. Ajoutons à ça le fait nouveau du télétravail qui est presque généralisé. Peut-être pas à semaine longue, mais au moins quelques jours par semaine. Donc, on passe la journée devant son écran, dans son bureau, dans le sous-sol de la maison. Puis, on mange rapidement un sandwich devant son écran encore une fois. Alors, c'est des pratiques qui sont assez intégrées, là, combinées justement à un mode de vie beaucoup plus individuel, en solo. Est-ce qu'il y a des trucs pour briser cet isolement-là, j'oserais dire cet isolement alimentaire? Oui, en fait, pour les personnes âgées, il existe énormément d'organismes communautaires qui ont ce souci-là d'aider à briser l'isolement. J'ai rencontré la semaine passée une dame là, qui est directrice de l'organisme Rayon de Soleil à l'ancienne Lorette. Okay. Et elle m'expliquait que eux, dans leur programme, ils font notamment de la préparation de repas, de mets pour les gens qui sont seuls, qui sont aussi démunis. Et les livres... en fait, excusez, c'est pas qu'ils les livrent, mais c'est plutôt que les gens viennent les cueillir. Ils les distribuent. Voilà. Mais elle me disait que pour les gens lui disaient que quand quelqu'un sait qu'on lui a préparé un repas par amour, qu'on le fait parce qu'on sait qu'ils sont seuls, on veut qu'ils mangent bien, qu'ils mangent des mets maison et tout, ça change leur rapport aux aliments qu'ils mangent. De savoir que ça a été fait par d'autres de leur communauté et tout. C'est pas juste une soupe que j'achète à l'épicerie comme ça. Donc, pour eux, ça leur redonne envie de manger. Ça leur fait énormément plaisir. Puis ça vaut bien plus que de leur donner un coupon de 100$ chez Métro. Même si, dans un sens, on pourrait dire que c'est des aliments, puis pour des aliments, là, donc c'est la même chose qu'on fait. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil pour la personne. Elle sait qu'on l'a cuisiné pour elle, un peu comme quand on arrive chez soi, quand on est enfant. Notre mère a pris le temps de cuisiner, ça sent bon dans la maison, ou on se sent aimé. Donc ça, c'est un point important, donc de penser à ces organismes-là pour les personnes âgées notamment. Pour les plus jeunes qui vivent seuls, j'ai pas fouillé partout, mais je sais qu'il y a des organismes qui aident les mamans qui sont avec les enfants. Donc, des mamans qui peuvent passer plus leur journée seules ou avec des tout-petits, qui proposent des fois des cafés ressources, tu sais, pour aller prendre au moins une collation, un café avec d'autres mères. Ça existe. Il y a le Centre ressources Jardin de famille. Il y en a d'autres, là, vous pouvez regarder dans votre municipalité. Donc, ça, je trouve, c'est quand même intéressant aussi quand on est mère puis qu'on se sent des fois un petit peu plus seul. Une autre chose aussi, c'est de ne pas hésiter à s'inviter. Ça peut avoir l'air banal, mais de s'inviter chez nos parents, même nos voisins, nos frères et sœurs, nos amis, si on sent que, ça fait 2-3 soupers que je suis seule, puis là, j'ai comme même pas envie de manger. Pourquoi pas lâcher un coup de fil pour dire, écoute, je peux-tu débarquer? C'est assez rare que la réponse va être non. C'est assez rare, puis en tout cas, personnellement, j'aime tellement ça quand quelqu'un me demande de venir chez nous pour manger. Là, ou à l'inverse, de s'inviter ou d'inviter. Ou d'inviter. Ben oui, penser à nos amis, à ceux qu'on connaît qui sont célibataires ou qui sont seuls, leur donner un coup de fil. Des fois, ils ne sont pas toujours à l'aise de se manifester. Puis il y avait une autre chose qui me venait pendant que tu parlais pour des jeunes professionnels. Je ne sais pas à quel point c'est répandu, mais des cuisines collectives. Je me souviens, quand je suis arrivée à Québec, j'ai fait une année en résidence et les cuisines étaient comme tout au sous-sol dans la résidence, cuisine collective. Puis je descendais, je ne connaissais pas personne.
personnes, mais c'est rare que j'avais pas au moins une jasette en cuisinant. Donc, c'est ça, je sais pas à quel point c'est répandu dans les grands centres, mais les cuisines collectives. Ça existe effectivement, les cuisines collectives. Il y a certains organismes qui proposent leurs installations pour qu'on puisse le faire. On peut aussi s'organiser entre personnes, entre amis, pour dire on cuisine-tu ensemble dimanche pour préparer nos lunchs de la semaine? Ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Puis en plus, on peut partager les coûts. Donc, tu sais, quand il faut acheter énormément d'ingrédients, ça fait vraiment une différence. Et puis, je pense aussi, ma soeur qui fait du télétravail, me disait qu'elle a pris l'habitude de téléphoner une de ses amies qui est dans la même situation pour des fois aller prendre son lunch avec elle, qui est en télétravail aussi. Donc, ça permet, au moins pour le dîner, de ne pas être seule. Ça change vraiment quelque chose dans sa journée de faire ça. Tu prends 1h30 de dîner au lieu d'une demi-heure, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. L'hiver au Québec, ça ne nous tente pas toujours d'enfiler nos bottes, affronter le froid, traverser la rue ou un quartier au complet, des fois. Mais il faut se faire violence un peu. Le bénéfice est là quand même. Là. C'est comme un peu qu'on disait, aller chercher le mets au resto plutôt que de le commander. C'est sûr que c'est plus d'efforts, mais en même temps, je suis certaine qu'il y a des bienfaits là, psychologiques aussi. Là. Donc, ça, c'est super important. Donc, c'est des exemples là, pour briser l'isolement, mais comme on disait aussi, si on a l'habitude de planifier nos repas, on est une famille, puis on aime recevoir, de pas se gêner pour inviter les gens autour de nous, pour qui des fois aussi, c'est des moments plus difficiles. Puis honnêtement, inviter une personne de plus à manger, est-ce que ça va changer quelque chose sur les quantités? Là? D'habitude, non. D'habitude, on en fait trop. D'habitude, on mange trop. Hein? Souvent, on n'est pas à plaindre. Là, donc, ça ne fait pas une différence sur ce qu'on prépare. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, une habitude qu'on peut se donner aussi collectivement. Pascal Bélanger, si tu permets, on va poursuivre la discussion avec James en deuxième moitié d'émission. On va parler aussi de tous les rites, les codes, les normes sociales qui entourent le repas ensemble. Mais déjà, la table est mise. Oui. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es nutritionniste et aussi professionnel de recherche en alimentation. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir.